Bonjour et bienvenue dans Explorer. Donc, comme je vous l'avais dit lors du dernier épisode, au moment où vous avez eu l'épisode précédent en ligne, la vague suivante est arrivée. Donc on est dans le rythme, on tient le choc. Donc on commence par Max Moskowitz qui a fait une interview de Jeremy Corbell où il lui a demandé de préciser les informations qu'il avait, ce à quoi Corbell a répondu qu'il n'avait pas plus d'informations que ce qu'il avait pu donner. Il ne montre que ce qu'il peut assurer comme étant tel, et dès qu'il peut l'assurer, il le montre. Donc il n'a pas accès aux données radar, il n'a pas accès à d'autres données que ça. Concernant la forme de viralité de l'information, de la première vidéo qu'on avait vue ensemble sur la viralité de l'information dans la désinformation, il répond que ça a été complètement volontaire et il a préféré la lancer sur les réseaux sociaux pour utiliser les masses à la place des médias traditionnels. C'est un choix entier de sa part, sachant que selon Corbell, tout le monde ne se bat pas pour la vérité, et donc il préfère passer par les citoyens directement. Quelques heures après, on a eu le New York Post qui a, par l'intermédiaire de Stephen Greenstreet, interviewé Luis Elizondo. Donc il a repris le discours habituel que vous pouvez retrouver dans les autres épisodes et dans la synthèse des 7 interviews que j'avais fait. Mais en plus, cette fois-ci, Luis Elizondo commence à abandonner les quelques tabous qu'il avait encore sur les sujets dont il pouvait parler. Et donc sur certains éléments, il donne son opinion personnelle. Très bien. Mais il parle aussi du fait que désormais, on a atteint une masse critique de personnes qui sont au courant et que les quelques tabous religieux qui existent encore et qui empêchent les progrès dans ce domaine sont en train de s'effondrer. Il fait aussi une analogie très intéressante avec les premiers explorateurs, où les premiers explorateurs, la première fois qu'ils ont traversé les océans, avaient peur de se faire manger par des bêtes, et ça ne voulait pas dire que les bêtes n'existaient pas, mais qu'elles correspondaient à des créatures, des profondeurs, et que derrière ces menaces, il y avait quand même des découvertes importantes à faire. Donc c'est une analogie qui est, je pense, très révélatrice de sa pensée et de la situation actuelle. Quelques heures après, on a eu l'article de The New Yorker qui est sorti, publié par Gideon Lewis-Krauss. C'est on va appeler ça un monument. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans l'ufologie vont vous dire que c'est pas un article qui est intéressant, que c'est des choses qui sont déjà connues. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que The New Yorker, c'est l'hebdomadaire de bon ton qu'il fait bien d'avoir quand on est dans la bonne société aux États-Unis, que tout le monde lit plus ou moins pour passer le temps, et que vous trouvez très facilement partout. Et là, il y a un article massif ça prend 40-45 minutes de le lire, extrêmement à la fois approfondi, c'est-à-dire qu'il est très détaillé dans les sources qu'il donne, mais il couvre aussi toute la période. C'est-à-dire qu'il part du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui avec tous les déroulés historiques, et en bien comme en mal. C'est-à-dire que dans un type de journalisme qui est assez commun au New Yorker, où en fait, pour jouer la neutralité, à chaque personne qu'ils interrogent, ils donnent un bonbon et un coup de bâton. Là, chaque personne qui est interrogée, on montre ses défauts et ses qualités. Et c'est ça qui permet d'assurer la neutralité du ton. Mais il n'empêche que ça reste un article anti-stigma. C'est-à-dire que le but de cet article n'est pas de donner des informations à ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est de faire découvrir le sujet à une très grande population. Le New Yorker a un très très gros audimat, on va dire, et en donnant des informations qui sont toutes vérifiables. C'est-à-dire qu'ils ne se sont cantonnés qu'à des éléments qui étaient vérifiables dans leur article ou qui étaient appuyés sur des sources connues. Chose très intéressante, c'est qu'ils ont fait référence au rapport Cometa, que vous voyez ici dans son édition de luxe du Rocher, qui ont eu la gentillesse de m'accorder le droit de vous le montrer. Donc je n'ai toujours pas fait l'épisode dessus parce que j'ai le droit d'en faire que quelques citations à l'intérieur, donc il faut que je les choisisse bien et que je regarde les différences qu'il y a par rapport aux autres éditions pour spécifiquement vous en faire la lecture. Et qui est un des rares livres d'ufologie avec des illustrations confirmées d'OVNI, dont une des meilleures images d'OVNI que vous pourrez trouver. Ah, faudra l'acheter. Alors, je précise que je ne suis pas sponsorisé, ce n'est pas une pub, je ne gagne rien avec, mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir chez soi quand on est intéressé par ce sujet, parce que des ouvrages de référence utilisés à l'étranger dans des articles de vulgarisation, il y en a vraiment pas beaucoup. Là, dans tout l'article qui est monstrueux,
Il y en a peut-être 5, et ça c'est un des 5. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je recommande très chaudement. Et je vous ferai une présentation entière lors d'un prochain épisode. Alors l'article en lui-même, il sera en lien dans la description. Vous pouvez, en lançant Google Chrome, demander à Chrome de vous traduire l'article, vous l'aurez en substance. Ce qui est dommage, c'est qu'il est vraiment très bien écrit, c'est-à-dire que le New Yorker, c'est une revue qui a des très bons textes à l'intérieur. Et là, on voit qu'il y a vraiment un effort qui a été fait pour faire quelque chose de lisible et de facile à lire sur une très très grande taille. Donc ça, c'est quelque chose que vous perdrez probablement. Mais j'ai pas les droits de vous faire la traduction intégrale. Là, je vais juste vous faire une lecture en diagonale de l'article. Donc on commence par Greer en 2001 au National Press Club, qui a été le premier événement vraiment public où il y a eu une concertation parmi des témoins pour mettre en avant ce qu'ils avaient vu, utiliser des sources assez précises. Le problème, c'est que très vite, ça a dévié sur des théories du complot, et du coup, la presse n'a pas repris l'événement, ou alors l'a repris en se moquant. Ensuite, ça part sur Adamski, puis sur Leslie Kean, les différents textes de l'époque qui sont assez peu recommandables. On part ensuite au niveau historique sur Kenneth Arnold, qui est considéré comme l'origine de l'époque moderne de l'ufologie. On passe ensuite au General Twinning, dont vous avez le rapport du Project Saucer qui est sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Project Saucer qui deviendra la Project Sign ensuite, avec les témoignages de pilotes. On parle ensuite des événements de 1952, avec des ovnis survolant la Maison Blanche et les escadrons de chasse qui ont été envoyés et qui ont tiré sur ces ovnis. La réplique ensuite de la CIA avec le groupe de Robertson, dont le seul but était de limiter le nombre de rapports de témoins pour ne pas surcharger les canaux de communication en cas d'attaque russe. Et ça a abouti jusqu'à la campagne de désinformation par les médias en 1966. Cependant, The New Yorkers ont vraiment fait son travail, et il cite ensuite les différents articles du Times où l'amiral Ilan Cotter déclare que le phénomène est réel malgré la campagne de désinformation au même moment. On passe ensuite au projet Blue Book avec Hynek en 1966, où il est ridiculisé lors d'un événement le 25 mars, où il déclare que l'observation des lumières de la taille d'un terrain de football était due à des gaz des marées. Gerald Ford demande ensuite une commission d'enquête publique qui débouche sur le rapport Condon, et celui-ci promeut l'explication psychologique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est observé est issu d'hallucinations de masse. Le New Yorker cite ensuite le cas en 1956 en Angleterre d'une base de l'armée où le projet Blue Book confirme que la seule explication possible pour ce rapport est un engin mécanique de provenance inconnue. Et Tim Macmillan, dans cet article, est cité en disant qu'il aurait suffi de ce cas pour prouver que l'étude des ovnis était digne d'intérêt. Ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint ce qu'on avait dit lors de l'épisode d'hier, du coup, où c'est pas un problème scientifique en tant que tel, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que les données existent, elles sont intéressantes, elles démontrent que ces objets sont dignes d'intérêt. C'est une question de culture, et il faut changer la culture. Pour changer la culture, il faut diffuser des informations au niveau de la masse, et c'est exactement ce qu'est en train de faire cet article qui vient d'être paru il y a quelques heures maintenant. En 1972, Hynek essaye de sauver les meubles du projet Blue Book, mais il échoue, et le panel Robertson gagne à l'affaire. En 1980, il y a l'affaire Bentwaters avec la forêt de Rendlesham. L'article poursuit avec les différentes enquêtes de Kean sur le sujet. Son intérêt pour le sujet sera surtout ici de la lecture qu'elle a faite du rapport Cometa. La fin de l'article est particulièrement intéressante parce qu'on a à la fois le témoignage de Reed qui dit que l'accès aux potentiels débris qui auraient pu être retrouvés et conservés par Lockheed lui a été refusé. Donc là, on est en train d'enquêter pour savoir qui lui a refusé l'accès avec l'équipe. Et d'un autre point de vue, on a la conclusion de l'article où on a le témoignage d'un pilote qui dit n'avoir jamais témoigné publiquement de ce qu'il a vu. Il a vu un ovni en tic-tac plusieurs années avant qu'il y ait le cas du Nimitz. Et que le jour où le cas du Nimitz est paru, son commandant l'a appelé et lui a présenté ses excuses pour l'avoir traité d'idiot. Et ça, c'est la conclusion de l'article. Et c'est là que vous voyez que c'est un article
contre le stigma. C'est-à-dire que la volonté d'existence de cet article, c'est de lutter contre le stigma des témoins. Et en fait, l'ensemble du déroulé historique est fait pour replacer le contexte dans la recherche. Et chacun en prend pour son grade. Hein. Les théoriciens du complot d'un côté, comme les sceptiques de l'autre, se font allumer. Et c'est très bien, c'est un choix de neutralité entre les deux. Et ça arrive à niveler le terrain sur le sujet pour ensuite placer le sel de l'article, qui est qu'il faut pouvoir parler librement de ce sujet. Je pourrais jamais vous en faire la traduction intégrale. Je vais envoyer un mail pour demander les droits de traduction, mais ils l'autoriseront jamais, je préfère vous le dire. Donc il faut vraiment prendre 45 minutes pour le lire. Ça remet vraiment tout à plat. Si ça fait 30 ans que vous bossez sur le sujet, vous apprendrez rien de plus. Mais pour quiconque s'intéresserait au sujet, pour quiconque chercherait à parler à quelqu'un de ce sujet et en ayant une source en béton armé qui a fait un travail en béton armé, utilisez cet article. C'est un cadeau, surtout sur la période sur laquelle on est en ce moment, où il y a une fenêtre d'opportunité qui se présente. C'est parfait. Le New York Post, pareillement, c'est pas le même point de vue journalistique, mais il se place dans la même fenêtre d'opportunité, et on devrait avoir les autres revues qui vont suivre derrière pour essayer de rentrer à l'intérieur de la vague, et c'est pour ça que je vais accumuler, je pense, les heures de vol. Alors dans le Washington Post, de son côté, fait un live avec l'amiral en charge de la Space Force, et celui-ci a eu une conception assez intéressante. Il considère que le but de la Space Force est destiné à protéger les intérêts des États-Unis, et surtout, il gère et s'occupe du GPS et des communications. Donc vous savez que si jamais vos communications et votre repérage satellite passent par les États-Unis, vous savez que vous pouvez dire merci à la Space Force. Pour l'instant, l'amiral précise que l'espace est un Far West. Je trouve que venant d'un amiral des États-Unis, entendre cette phrase-là, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Et que pour le moment, ils n'ont pas le droit de mettre en orbite des armes de destruction massive ou de créer des bases militaires. C'est le pour le moment que je trouve très intéressant. Il y a aussi eu Max Moskowitz qui a sorti une interview multiple avec 5 membres sur le cas de Soderbergh. Et ça, je vous en ferai un épisode à part entière parce que c'est un cas qui est super intéressant et qui m'a été relayé aussi sur EU4UIP parce que l'expert sur le sujet est aussi dans ce réseau-là. Et donc, il m'a envoyé des documents qui racontent ce cas-là. Cependant, concernant les paroles du général Raymond sur la Space Force, il est assez important de considérer qu'il a été interrogé par le Washington Post sur l'éventualité qu'un contact extraterrestre pourrait avoir lieu. Et il a répondu que de toute façon, ce serait organisé en concertation avec les différents services de l'État américain. Donc ce qui est intéressant, c'est de considérer déjà qu'il parle des États américains et pas de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Et le fait qu'il ait eu peu de temps pour réfléchir et que sa réponse soit structurée et pensée à l'avance montre que ça a probablement été discuté déjà en avant. Concernant les différents articles, je n'ai retenu que ce qui était en dehors des épisodes que je vous ai déjà montrés. Il y avait beaucoup d'informations dans le New York Post, simplement peu d'informations nouvelles par rapport à ce qu'on connaissait déjà, et peu d'informations qui n'étaient pas issues de l'opinion de Luis Elizondo, qui est probablement une des opinions les mieux informées de la planète, mais à partir du moment où vous demandez l'opinion de quelqu'un, il peut s'abstenir de s'appuyer sur des faits, et du coup, cela devient quelque chose qu'il est difficile d'extraire. Je prends le point de vue, personnellement, de n'utiliser que ce qui repose sur des faits vérifiables. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de faits vérifiables. Il y a des hypothèses qu'on peut vérifier expérimentalement, mais pour autant qu'on le sache, les expérimentations n'ont pas été rendues publiques. Donc, dans ces cas-là, j'attends. Donc, on va suivre les différentes informations qui viennent d'être lâchées en même temps, le même jour, dans cette journée, et on verra ce qui va se dérouler les jours suivants. Je passe, moi, tout de suite à la 3e vidéo. Au prochain épisode.